Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons laisser quelques secondes aux personnes pour se connecter avant de démarrer cette session concernant la canicule, le travail et les fortes chaleurs. Donc, si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Donc, vous avez sur la partie droite de votre écran une partie chat, questions, sondages. Donc, vous pouvez écrire dans le chat si vous rencontrez des problèmes de connexion. Et tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions ou mettre vos remarques et vos commentaires dans cette partie-là. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter du sujet le travail lors de fortes chaleurs. Donc, pour essayer de prévenir au maximum des situations de travail un petit peu compliquées liées à la canicule et comment, du côté des employeurs et du côté des salariés, nous pouvons préserver notre santé à cette période-là. Donc, moi, je suis Laetitia Luce, infirmière en santé au travail. Moi, je suis Noémie Père, également infirmière en santé au travail. Et c'est moi qui vais commencer à vous présenter le webinaire. Alors, pour commencer déjà, c'est important qu'on définisse de quoi on parle quand on parle de canicule. Alors déjà, il faut savoir que la température minimale est d'au moins 20 degrés, en particulier la nuit, puisque c'est là où les températures normalement s'abaissent, et pendant au moins 3 jours consécutifs. Donc c'est sur normalement c'est sur ces définitions-là que se basent en fait les alertes canicules, les choses comme ça. Donc la définition de la canicule, elle repose sur 2 critères, la chaleur et la durée. Alors ce qui est bien important de définir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réglementation spécifique par rapport à la canicule. Et c'est ce qui est un peu compliqué, effectivement, du coup, à gérer en entreprise et pour les salariés, parce que il y a des normes, effectivement, qui sont conseillées au niveau de la santé. Donc, comme je vous ai dit, c'est 3 jours de forte chaleur avec des températures qui peuvent être supérieures à 33 degrés et qui ne s'abaissent pas la nuit au-deçà de 20 degrés. Donc ça donne un ordre d'idée. Mais effectivement, la réglementation ne définit pas, par exemple, une interdiction de travailler à la chaleur sous certaines températures. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être que ça deviendra un jour, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, au niveau de la santé, les conseils qui sont donnés, c'est qu'au-delà de 30 degrés Celsius pour une activité sédentaire, ça semble compliqué, et au-delà de 28 degrés Celsius pour un travail nécessitant une activité physique, ça peut occasionner un risque pour la santé des salariés. Voilà. Mais voilà, pas de réglementation spécifique par rapport à ça. Voilà. Alors, comment organiser le travail? Donc là, on s'est basé sur une organisation qu'on a trouvée sur le site de l'INRS, avec des conseils que vous pouvez retrouver aussi, qui sont intéressants. Donc déjà, l'important, c'est d'identifier et d'évaluer le risque de chaleur, bien sûr, lié donc, au poste de travail ou à la tâche à exécuter. Effectivement, les tâches à exécuter et les risques ne seront pas les mêmes en fonction du travail réel. L'organisation de travail aussi, on en reparlera par rapport aux horaires et par rapport à tout ce qui peut être mis en place en termes de prévention, et à l'aménagement des locaux aussi, qui peut intervenir sur la prévention dans la forte chaleur. Tout ça, ces résultats, en fait, il faut les transcrire dans l'évaluation d'un document unique. C'est ce document-là qui va permettre d'être référent. Et avant d'arriver à cette situation où il faut réagir assez rapidement quand ça arrive, ces canicules, voilà, tout sera préétabli par un plan d'action qui sera déjà défini dans le document unique. Donc, définir et mettre en œuvre donc, des mesures techniques au niveau du travail. Organisationnel, ça peut être les horaires, par exemple, et individuel aussi, si on a des salariés qui ont des pathologies particulières, qui sont protégés, travailleurs handicapés ou des choses particulières. Voilà. Toujours mettre en place une organisation de secours, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas sur le moment, c'est important d'avoir réfléchi à ça en amont pour que le jour venu, ça puisse être fluide et mis en place rapidement, puisqu'on voit
Par exemple, cette année, il y a des périodes où il fait très très chaud, d'autres où il fait moins chaud. Il faut vraiment pouvoir s'adapter des fois très rapidement, même au cours d'une semaine, et que ça soit assez fluide et que les salariés aient connaissance de ces protocoles-là. Voilà, et bien sûr, ce qui est important, c'est d'informer les salariés des mesures de prévention qui sont définies dans votre entreprise pour que tout le monde en ait conscience et qu'ils puissent les mettre en place aussi, eux, pour leur sécurité. Allez, organiser le travail, donc un peu plus en détail, on va voir ce que je vous ai dit précédemment, mais un peu plus sur le détail. Donc déjà, c'est limiter si possible le temps d'exposition au soleil. Ça, c'est la première chose par rapport à la santé. Donc c'est important, si par exemple ils travaillent en équipe, qu'il y ait une rotation du personnel. Quand c'est possible, des fois, toutes les missions n'interviennent pas à l'extérieur ou à la chaleur. Et du coup, on organise dans l'équipe une rotation pour que tous ne soient pas soumis à la chaleur très très longtemps. Aménager les horaires de travail, favorisant les horaires, on le voit, surtout dans le bâtiment, les choses comme ça. En période d'été, ils ont des horaires d'été où ils commencent sur les voiries. Par exemple, ils commencent plus tôt, comme ça, ils travaillent sur des chaleurs qui sont moindres, et ils finissent plus tôt dans la journée, et comme ça, l'après-midi, sur les périodes où il fait le plus chaud, ils peuvent être libérés. Ça, c'est important. Augmenter la fréquence des pauses aussi. Hein, c'est important de pouvoir faire des pauses plus régulières sur ces périodes de forte chaleur pour s'hydrater notamment et pour se reposer lorsqu'il y a du travail physique. Permettre aux salariés d'adapter leur rythme de travail. Hein, on n'est pas tous égaux face à la chaleur et face au rythme. Hein, donc ça, c'est important aussi de pouvoir adapter. Modifier, voire mécaniser certaines tâches. Alors effectivement, je pense notamment à la manutention, par exemple, des fois, sur ces périodes-là, on peut permettre de mettre du matériel supplémentaire pour mécaniser certaines tâches de manutention, des choses comme ça, qui peuvent aider aussi les salariés sur les tâches-là. Et ça fait partie des moyens de prévention sur la canicule. Bon, éviter le travail isolé, ça c'est évident, hein, c'est pour permettre une surveillance mutuelle des salariés et de pouvoir prévenir un coup de chaleur ou quelque chose comme ça, ou un malaise lié à la chaleur, donc ça c'est important. Limiter ou reporter autant que possible le travail physique. C'est-à-dire que si dans l'organisation, on peut effectivement reporter des choses qui sont très physiques et très exposées à la chaleur sur ces périodes-là, c'est forcément l'idéal. Prendre en compte la période d'acclimatation. Alors ça, on n'en parle pas souvent, mais sur des postes d'intérim, par exemple, sur des nouveaux embauchés, c'est un temps d'adaptation. On n'a pas tous l'habitude de travailler en plein soleil avec des températures importantes. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces nouveaux arrivants dans les entreprises parce que malheureusement, c'est eux souvent qui font des malaises, des coups de chaleur ou bien des problématiques de santé. Donc ça, vraiment, c'est important de le prendre en compte. Voilà. Alors, aménager les postes de travail. Donc déjà, comme je vous ai dit, pensez aux adaptations techniques. Les adaptations techniques, c'est tout ce qui est brumisateur, ventilateur, store, tout ce qui peut être mis à disposition pour améliorer le travail des salariés. Recourir à la climatisation quand c'est possible, ça forcément c'est l'idéal. Vérification à ce que l'utilisation des aides mécaniques à la manutention soit utilisée, parce que souvent on voit que c'est mis en place dans les entreprises et que voilà, les salariés n'ont pas été sensibilisés à ces outils et qu'ils ne les utilisent pas forcément. Donc ça, c'est important aussi de mettre les sensibilisations en place, les informations en place pour que tout le monde puisse les utiliser. Installer des sources d'eau potable, ça aussi c'est important. Alors, avec le Covid, on a pas mal de sources d'eau qui ont été fermées par une question de propreté, tout ça. Donc, s'il y a de l'eau à disposition, il faut que ça soit désinfecté. Enfin, voilà, il y a toutes les mesures d'hygiène qui rentrent en ligne de compte aussi. Et ça, c'est important. Prévoir des aires de repos climatisées, au moins des zones d'ombre sur les chantiers, des choses comme ça, par exemple, pour qu'il y ait un moment où les salariés puissent se mettre autre qu'au soleil et se reposer un petit peu sur ces aires de repos. Et prendre encore en compte le confort de l'été, ça c'est tout ce qui est conception des locaux, l'orientation, le choix des matériaux. Ça c'est vraiment de la prévention en amont quand on a possibilité et qu'on fait des travaux dans son entreprise. C'est quelque chose auquel il faut penser lors de la conception des locaux. Donc, je prends le relais avec un autre point important de la prévention, c'est la formation et la sensibilisation des salariés. Donc, c'est une sensibilisation sur les risques liés à la chaleur et les conséquences que ça peut avoir sur l'organisme. Donc, ça, je reviendrai en détail un petit peu plus tard. Sur les mesures individuelles ou d'hygiène de vie, on y reviendra également en détail un petit peu plus tard. Mais il faut également inciter les salariés à porter des vêtements amples et de couleur claire, se protéger la tête, mais également les yeux, boire régulièrement de l'eau, car quand on a soif, c'est déjà un petit peu tard parce que la soif est un signe de déshydratation, donc c'est vraiment boire en amont et régulièrement.
et éteindre le matériel électrique non utilisé pour éviter toute source de chaleur supplémentaire. Comment s'informer? Donc, en période estivale, on peut consulter le bulletin météorologique régulièrement, quotidiennement, afin d'adapter les mesures. En cas de canicule, il y a une plateforme téléphonique, Canicule Info Service, donc pour avoir tous les renseignements nécessaires à ces conditions climatiques. Et vous pouvez bien évidemment prendre conseil auprès de votre service de santé au travail, qui peut vous accompagner soit pour la réalisation du document unique, soit pour des mesures de prévention, d'équipement, d'aménagement, tout ce que vient d'aborder Noémie. Alors, la partie un petit peu moins rigolote, c'est la partie réglementation. On a tout ce qui est droit de retrait. Donc, il faut savoir que le droit de retrait, c'est très spécifique et ça ne s'applique strictement qu'aux situations de danger grave et imminent. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de réglementation dans le droit du travail au niveau de la chaleur, c'est un petit peu compliqué d'exercer un droit de retrait alors qu'on n'a pas de réglementation à ce sujet. Au niveau des chantiers BTP, les travailleurs doivent disposer d'un local leur permettant de se mettre un petit peu à l'abri et d'être au frais, de pouvoir s'hydrater. Donc, l'employeur aussi est tenu de mettre à disposition au moins 3 litres d'eau par jour et par travailleur. Pour certaines activités, l'entrepreneur peut également, sous certaines conditions qui sont strictes et là, par contre, définies par la loi, décider d'arrêter le travail pour intempéries. Sachant que la canicule n'est pas reconnue dans le droit de travail, encore une fois, comme intempérie. On a le gel, on a les inondations, tout un tas de choses, mais pas la canicule. Donc, c'est vraiment des activités très précises. Et pour les jeunes travailleurs, il faut faire attention à eux, car les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être affectés qu'à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. Donc là aussi, en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin du travail pour qu'il puisse vous guider, vous conseiller pour tous ces jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Allez, moi je vais prendre le relais. C'est moi Laetitia. Je vais prendre le relais du coup pour vous parler de quelques chiffres qu'on a trouvés. Alors, on a cherché pour voir si on avait des sources documentaires par rapport aux chiffres. Ce qui nous intéressait, c'est notamment les accidents de travail, les malaises, qui pouvaient être en lien à la chaleur. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué d'obtenir des chiffres sur ça, parce qu'en fait, c'est très peu mis en corrélation. C'est-à-dire que très peu de malaises ou d'accidents du travail sont mis en relation avec la chaleur ou avec des choses comme ça. Il y a une étude qui a été faite, donc qui est toute récente, c'est Santé publique France, qui a été faite sur l'été 2020, puisque c'était un contexte particulier, puisque c'était à la fois, on était sur la crise sanitaire avec l'épidémie de Covid-19, mais également sur le plan climatique, parce qu'il faut savoir que sur le mois sur 2020, c'est les températures qui ont été enregistrées les plus chaudes jamais enregistrées depuis que les mesures ont été faites météorologiques depuis 1900. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une attention particulière par rapport à ça. Et en 2020, du coup, il y a eu 12 accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur qui ont été notifiés par l'inspection médicale du travail, donc 5 survenus durant les vagues de chaleur. Sachant que c'est largement sous-estimé, puisque, comme on disait, le lien est compliqué à établir. Voilà. Mais il faut savoir que il y a une recrudescence des accidents de travail sur ces périodes-là, et on peut se douter qu'il y a un lien très étroit avec les périodes de canicule et de forte chaleur. Voilà, je pense que ça va être étudié plus précisément sur les années qui vont venir pour essayer de faire un lien entre les deux. Alors, au niveau de l'impact sur l'entreprise, c'est ce qui était important aussi de voir sur ce webinaire, l'augmentation ce que je vous ai dit, des accidents de maladie, des arrêts maladie ou des accidents de travail qui impactent sur l'entreprise, puisque c'est des absences, des retards de chantier, des retards de productivité. La baisse de la productivité aussi, quand on fait du travail à la canicule avec des fortes chaleurs, effectivement, des fois la productivité baisse, la perte de qualité du travail produit aussi peut s'en ressentir.
ça occasionne un coût pour l'entreprise, forcément, hein, les absences, les accidents de travail, les remplacements et la formation des remplaçants. Ça, c'est du temps, effectivement, mis à dispo, mais le temps aussi, c'est de l'argent, et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, voilà. On va passer sur l'obligation des employeurs. Hein. C'est important aussi de passer dessus. Donc, bien évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la prise en compte des ambiances thermiques dans le document unique d'évaluation au risque professionnel, hein, avec le plan d'action sur les mesures correctives qui à mettre en place effectivement par rapport à l'activité dont vous dépendez. Donc déjà, c'est une surveillance de la température. Effectivement, c'est sur le travail réel, c'est de savoir sur le poste de travail à combien on est au niveau de la température. Donc, une organisation de travail qui permet aux salariés d'adapter son rythme de travail, adapter les horaires, on en a parlé en fonction de l'activité. Ce qui est le plus fréquent, c'est le décalage des horaires plus matinales, hein. L'organisation des postes plus fréquentes, les récupérations adaptées en fonction de l'activité en cours. L'information et la sensibilisation des salariés aux fortes chaleurs, ça, c'est pas tout le temps fait et ça peut être vraiment intéressant. De leur expliquer les gestes aussi, pour connaître un coup de chaleur, comment s'en prévenir, quoi faire. Parce que vraiment, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation sur les équipes à faire. Et bien sûr, la mise à disposition de l'eau, de ventilateurs, de pollinisateurs, à défaut de climatisation, et de tout ce qui peut être mis en place pour améliorer la qualité de travail du salarié. Donc, je le répète, hein, mais ça, tous les employeurs, toutes les entreprises le savent, hein, par rapport à l'article du Code du travail, l'obligation, il y a une obligation de sécurité de l'employeur. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'ensemble des salariés. Donc là, on rentre complètement dans le cas pour la canicule. Voilà, sur tout ça. Alors, on a choisi, pour que ça soit un petit peu plus synthétique, parce que c'est un gros pavé, c'est pas très digeste. Donc, on a choisi de reprendre une slide que vous pouvez retrouver sur le ministère du Travail qui est très intéressante parce que ça reprend vraiment toutes les étapes et c'est très synthétique pour les employeurs. Donc, on va commencer par le début. Je me prépare. Qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, en préambule, j'élabore un plan de gestion interne et le document unique d'évaluation des risques, donc comme on a dit. Et il y a un responsable qui est désigné pour la préparation et la gestion de ce protocole-là. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est vraiment en amont, c'est la prévention. La deuxième étape, je contrôle les bâtiments et les équipements, donc les stores, les aérations, les pièges rafraîchis, les thermomètres, et on fait un recensement des postes et du travail les plus exposés. Voilà, ça c'est vraiment important qu'il y ait cet état des lieux qui soit fait vraiment sur le moment. Donc ça, on en a parlé aussi, j'informe tous les salariés des moyens de prévention, des syndromes d'alerte, des associations, coups de chaleur, exposition solaire. Donc ça, c'est tout ce qui est l'information et la sensibilisation aux salariés. Je vérifie les réserves d'eau potable, notamment dans le bâtiment, hein, par exemple. Il faut 3 litres par jour par travailleur qui soient mis à disposition par l'employeur. Donc ça, c'est important de vraiment regarder en amont. Ensuite, il y a toute la partie action. Donc, je mets à disposition de l'eau potable et fraîche pour les bouteilles d'eau individuelles, des points d'eau avec gobelet. Ce qu'on disait par rapport à la période sanitaire que l'on vit, régulièrement désinfectée. Ça, c'est important. J'aménage l'horaire de travail donc pour limiter l'exposition à la chaleur. Je m'assure que le port des protections individuelles sont compatibles avec les fortes chaleurs. Et il faut s'assurer aussi par rapport au port du masque, puisqu'on vit une période quand même qui est particulière par rapport à la crise sanitaire, que les mesures de distanciation sociale puissent être respectées afin d'éviter le port du masque en continu, surtout pour les travaux à l'extérieur où il y a des fortes chaleurs et ils sont vraiment très exposés parce que le port du masque, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire à l'exposition à la chaleur. Donc ça, c'est une contrainte en plus pour les employeurs. Je mets à disposition des moyens de protection et de rafraîchissement, l'eau pour rafraîchir ou aménager, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, point d'ombre, organisateur, voilà, vraiment faire attention un petit peu que les postes puissent s'effectuer dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent se rafraîchir. Et je donne la consigne aux salariés alors en train de signaler aux responsables de la sécurité toute situation anormale. Si on repère un salarié qui va moins bien, un coup de chaleur, quelque chose, il faut vraiment alerter de suite pour que ça puisse être pris en charge rapidement et mettre ce salarié, isoler ce salarié qui ne soit plus à la chaleur. Ça, c'est vraiment important. Et
le fil conducteur, de toute façon, pour toutes les actions de prévention, mais surtout pour celle-ci, c'est l'amélioration. Au fil des vagues de chaleur, au fil de l'été, on s'aperçoit que il faut évaluer, analyser la gestion de ce qui s'est passé sur la canicule précédente et identifier les points faibles sur l'organisation qu'on a mis en place et apporter des améliorations continues sur le dispositif. On peut toujours améliorer, on trouve d'autres idées, on avance, mais c'est vraiment important, cette amélioration continue. Et c'est pour ça qu'il y a une personne peut-être plus définie sur l'entreprise qui s'occupe de ça. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Alors, la dernière partie de ce webinaire, c'est en tant que salarié, que puis-je faire? Donc, dans un premier temps, que puis-je faire pour prévenir et éviter toute complication? C'est éviter les boissons alcoolisées et riches en caféine. Il faut savoir que l'alcool accélère la déshydratation et que la caféine a un pouvoir diurétique, donc accélère également la déshydratation. J'évite les repas trop gras et trop copieux. En effet, ces repas-là entraînent une longue digestion et une augmentation de la température du corps. Donc, on n'a pas besoin que le corps monte en température alors que dehors, il fait déjà très chaud. En cas de symptômes de malaise, je cesse mon activité et je le signale. Donc, soit à mon supérieur hiérarchique ou au moins à mes collègues qui sont présents dès les premiers symptômes, il faut penser à alerter. En cas de trouble en fin de journée de travail, donc on entend par trouble des étourdissements, des maux de tête par exemple, on évite de conduire le véhicule et si possible se faire accompagner jusqu'à la maison. On ne sait pas sur le trajet de retour comment peut évoluer la situation et faire un malaise en étant au volant, ça peut être très dangereux. Demander conseil au médecin du travail en cas d'antécédents médicaux ou de prise de médicaments. Donc là aussi, ça peut être fait, cette demande, soit par l'employeur, soit par le salarié lui-même qui peut prendre conseil pour voir s'il n'y a pas une incompatibilité entre son état de santé et les fortes chaleurs. Et bien évidemment, surveiller ses collègues, être bienveillant sur son lieu de travail. Donc ça, c'était la première partie pour éviter toute complication. Maintenant, on va voir en fonction, même si on prend un maximum de précautions, on peut quand même avoir des complications et donc c'est le coup de chaleur. Donc le coup de chaleur, il peut y avoir plusieurs stades et il peut se manifester de plusieurs façons. Donc ça peut être des crampes musculaires, donc ça, le premier stade, crampes musculaires, ça peut être une alerte. Donc là, on se met au repos, au frais, à l'ombre et on essaye de voir comment la situation va évoluer. On s'hydrate. On peut aussi rencontrer de la fatigue, des étourdissements, une faiblesse musculaire, de l'épuisement. Donc là aussi, ça doit être des petits signes qui alertent. Donc pareil, on se met au repos, au frais, à l'ombre, on s'hydrate. Si les effets durent plus d'une heure ou s'aggravent, on a la possibilité d'appeler le 15. Ça peut être juste un appel pour avoir un conseil. La situation peut évoluer de manière favorable, mais on peut aussi s'aggraver, donc il vaut mieux prévenir dans ces moments-là. Autre symptôme du coup de chaleur, ça peut être des maux de tête qui peuvent être très violents, des nausées, voire des vomissements, ça peut aller jusqu'aux convulsions. Il peut y avoir de la somnolence, une fièvre élevée. La peau peut être chaude, on n'a pas forcément des sueurs à ce moment-là, donc une peau très très chaude, ça doit alerter aussi. Il peut y avoir des troubles du comportement, donc ça peut être de l'agitation, des propos incohérents et on peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Donc là, on appelle le secouriste du travail si on en a une dans son entreprise, qui peut intervenir rapidement. En l'absence de secouriste et en cas d'aggravation, toujours appeler le 15. Qu'est-ce qu'on fait? On se refroidit, donc pareil, on se met à l'ombre et au frais. On peut commencer à déshabiller un petit peu la personne ou du moins ouvrir, si jamais, les vêtements de travail pour lui permettre de diminuer un petit peu sa température corporelle. Mouiller la personne, l'asperger d'eau. Alors, pas de l'eau glacée, mais on commence par asperger tranquillement avec de l'eau, rafraîchir, ventiler un petit peu. On peut mettre un linge humide sur la tête et sur le corps aussi. Que faire en cas de coup de chaleur? Si la personne est consciente, donc on vient de le voir, on le fait boire, on le rafraîchit et on le met à l'ombre et on attend de voir comment la situation évolue. En cas de personne inconsciente, donc la personne est inconsciente, elle respire,
on la met sur le côté en position latérale de sécurité et on appelle les secours. Il peut y avoir une procédure d'urgence qui peut être rédigée en cas de coup de chaleur afin de sensibiliser les salariés et ça leur permet de donner une conduite à tenir parce que il faut savoir que quand une situation se dégrade, il y a le stress et les personnes peuvent perdre pied. Et donc, le fait d'avoir une procédure avec une conduite à tenir, ça peut rassurer. Donc, du coup, on a juste à suivre point par point les consignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans le chat une procédure qui a été faite par le service. Donc, déjà, ça peut vous donner une trame pour rédiger la vôtre ou vous servir de celle de votre service. Et également à télécharger la fiche de l'INRS qui s'affiche à l'écran, donc avec quelques petites consignes. Donc là, on vous laisse quelques minutes pour poser des questions si jamais vous demandez des compléments d'information. La météo nous annonce un été chaud et sec, donc nous espérons que ce webinaire vous aura servi, vous aura donné des outils pour peut-être mettre en place dans votre entreprise des procédures ou des conduites à tenir, ou vous donner des petits éléments qui pourraient vous aider à passer cette période de chaleur et éviter toutes les complications et les désagréments pour vos salariés. Bon, attends, on est en train de voir qu'il y a quelqu'un qui écrit. On vous remercie pour votre attention. Hein. N'hésitez pas à retrouver sur notre site aussi l'actualité des webinaires si vous voulez participer à d'autres webinaires sur d'autres thèmes. Ce que l'on va faire, c'est que nous, on va se déconnecter, mais n'hésitez pas, on reste derrière notre écran pour lire vos questions, vos commentaires si vous en avez. Et on reste disponible encore quelques minutes pour y répondre sans souci. Merci à vous de votre attention, puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.